Bonjour, après le kebab, le Nutella place désormais à la nouvelle polémique alimentaire, le master poulet. À chaque fois, une même cible, les consommateurs des foyers populaires et, disons-le sans détour aussi, les consommateurs racisés. Pourtant, à l'époque d'une prise de conscience sur les conditions de production de la viande, volaille notamment, la France, dans son ensemble, n'a jamais mangé autant de poulet, ni même jamais consommé autant dans les fast-foods et pas seulement les consommateurs que l'on croit. Et pourtant, ce sont de nouveau les mêmes commerces alimentaires qui sont décriés. Alors pourquoi les classes populaires sont-elles autant la cible du discours médiatique sur l'alimentation ? Master Poulet n'est-elle pas surtout le symbole de notre rapport social ambivalent à la viande et au fast-food? L'affaire Master Poulet n'est-elle pas le nom d'une grande hypocrisie française? C'est l'intitulé de notre émission. Aujourd'hui, pour y répondre à toutes ces questions, nous recevons deux invités. Marie Pless, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de l'alimentation, spécialiste de l'analyse des pratiques alimentaires et des inégalités sociales liées notamment à la santé, directrice de recherche et chef adjointe du département écosociaux à INRAE, co-autrice de cet ouvrage, Sociologie de l'alimentation, que vous avez coécrit avec Philippe Cardon et Thomas Despecker, je prononce bien, chez Armand Collin, sorti en 2023. Merci de votre présence. Nora Boisouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et autrice, spécialiste des sujets au croisement de l'alimentation, du genre et de la société. Vous avez signé récemment cette enquête publiée chez Stock, Violence en cuisine, une omerta à la française, finaliste du prix des assises du journalisme, et ce livre également, Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette, j'adore le dessin, publié aux éditions Nourriture Fu. Merci également de votre présence. Alors, pour commencer notre émission, voilà à quoi ressemble ce qui est présenté comme une guerre entre un maire socialiste d'une ville de Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen, proche de Paris, il s'appelle Karim Bouamrane, et une enseigne de restauration rapide, Master Poulet, qui vient de s'installer dans le centre-ville de sa commune et qu'il ne souhaite plus voir. Regardez. Le maire barricade le restaurant en raison d'attroupements et de nuisances en tout genre. L'édile de Saint-Ouen engage un bras de fer avec une chaîne de restauration rapide. Il invoque la lutte contre la malbouffe pour obtenir la fermeture de cette enseigne. Nous vous raconterons l'étonnant bras de fer entre le maire de Saint-Ouen et Master Poulet. L'édile ne veut pas de l'enseigne de fast-food sur sa commune. Le restaurant ne se laisse pas faire. Et vous verrez que la guerre du poulet grillé passe aussi par les réseaux sociaux. On en vient à cette bataille à couteau tiré autour de Master Poulet, une enseigne de restauration rapide qui casse les prix et connaît un grand succès. Mais à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, elle déclenche la colère des élus. C'est un phénomène de société devenu un affrontement politique. Le phénomène d'abord, l'explosion des enseignes d'ultra fast-food comme il y a de l'ultra fast fashion, notamment dans les villes populaires où vous pouvez acheter tacos ou poulet croustillant à des prix défiant toute concurrence. L'affrontement, il est venu de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis aux portes de Paris où le maire socialiste Karim Bouamrane a mis en scène son opposition à l'installation de l'une de ses enseignes, Master Poulet. Christophe Barbier, votre édito, comment un fast-food qui vend du poulet est en train de diviser, de fracturer la gauche? Routel Krief, pensiez-vous un jour écrire une chronique basée sur une enseigne de restauration appelée Master Poulet? Je pense que non. Pourtant, le sujet, il est sérieux. Voilà, une guerre de communication, nous dit-on. Et dans ce traitement médiatique, vous l'avez entendu, il y a un mot qui revient souvent depuis le début de la polémique pour désigner donc l'alimentation proposée par Master Poulet, c'est le mot malbouffe. Écoutez. Pour la mairie, c'est aussi une question de santé publique. Il s'agit de lutter contre la malbouffe. On lutte contre toute cette prolifération de fast-food. L'offre de commerce est néanmoins diversifiée. Du poulet, vous en avez sous toutes ses formes sur toutes les avenues de la ville. L'idée, c'est aussi de limiter ça. On œuvre en faveur d'aliments de qualité pour toutes et tous, qu'on soit du plus aisé au plus précaire. Que la France insoumise prenne fait et cause pour une enseigne de malbouffe dont le contenu, les plats, ce sont des poulets de provenance épouvantable. Quand je dis épouvantable, c'est l'Ukraine, c'est peut-être même le Brésil, c'est-à-dire des endroits où dans des usines à poulets avec des élevages d'1 million de bêtes, quelquefois on envoie une nourriture absolument infâme, évidemment destinée aux pauvres, puisque comme c'est dégueulasse, c'est pas cher, donc c'est destiné aux prolétaires. C'est le premier à sortir en disant
oui, il faut défendre les industriels français qui produisent du poulet. Mais en 2019, il vient poser avec Master Poulet en expliquant que il faut faire la promotion de ce type de commerce dont le poulet vient de Pologne et d'Italie. C'est sans doute le plus mauvais poulet que j'ai mangé dans toute ma vie. Il a raison, le maire. Personne ne mérite de manger ça. Ni les gens de gauche, ni les gens de droite, ni les riches, ni les pauvres, ni les complotistes, ni les reptiliens. Alors oui, c'est pas cher, mais je sens que j'ai un troisième œil qui pousse depuis que j'ai mangé. Je me suis fini au Burger King, le temple de la malbouffe. Et ben par rapport à Master Poulet, j'ai eu l'impression d'être dans un restaurant gastronomique. J'ai pris un Whopper. J'étais à 2 doigts de me dire que Pierre Gagnère allait sortir de la cuisine, quoi. Il y a un steak, il y a des oignons, il y a des tomates. Enfin, on dirait de la vraie nourriture, l'autre on dirait un poulet cyborg. Le maire Karim, il a raison de se battre contre ça. Parce que toutes ces nouvelles enseignes font passer les anciens temples de la malbouffe pour des restaurants 3 étoiles. Et ça, c'est très grave, c'est dramatique. Alors Marie-Plage, j'aimerais quand même vous demander, quand vous, sociologue de l'alimentation, vous entendez le mot malbouffe qui est accolé à ce sujet-là, qu'est-ce que vous répondez ? C'est pas très étonnant, puisqu'il y a une hiérarchie sociale des aliments et des lieux de restauration qui est assez ancienne. La place de malbouffe, donc tout en bas, elle a longtemps été occupée par les enseignes de type McDo et Burger King, donc les premières enseignes de fast-food qui se sont installées en France fin des années 70, début des années 80. Et pendant longtemps, c'est elle qui occupait ce niveau, on va dire, entrée de gamme de toute la restauration commerciale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que McDo et les autres enseignes équivalentes, elles sont devenues un peu plus acceptables et respectables. Alors, l'une des raisons, c'est que les jeunes de l'époque des années 80 qui fréquentaient ces enseignes, elles sont devenus des adultes respectables qui maintenant peuvent y aller peut-être en famille, voire pour fêter l'anniversaire des enfants ou des petits-enfants. Donc ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est que ces enseignes ont eu des stratégies aussi de montée en gamme. Donc, on a constaté une légère montée des prix, enfin une montée des prix qui est un peu supérieure à l'inflation, mais qui est liée aussi à d'autres évolutions. Par exemple, le service à table, le fait d'avoir de la vaisselle, le fait d'avoir des recettes, de temps en temps des nouvelles recettes qui empruntent à des éléments du répertoire gastronomique français. Tout ça, ça crée... ça atténue la limite entre le fast-food, qui est typiquement mangé avec les doigts, zéro vaisselle. Ça veut dire que maintenant, au McDo, ils ont des lave-vaisselle, quoi. Hein. Ils font de la plonge, ce qu'ils ne faisaient pas, ça fait des coûts supplémentaires aussi. Donc tout ça, ça fait que McDo monte en gamme, monte en prix aussi, et du coup, d'autres commerces apparaissent pour occuper l'entrée de gamme, parce que, entre guillemets, il en faut. Enfin, il y a une clientèle pour ça, donc elle est occupée, et elle est occupée par des commerces plus entrée de gamme, et c'est eux que, du coup, on qualifie de malbouffe. Alors, du coup, ce serait bien aussi de regarder de quoi on parle quand on parle de Master Poulet, quels sont les aliments qui sont proposés. On peut peut-être aller sur le site internet de Master Poulet pour voir la carte, par exemple, et les produits proposés. Voilà, ce sont ceux-ci. Donc, par exemple, le poulet entier à 7,50 €, le demi-poulet à 4 €, le pilon à 1 €. La saucisse également, 3 pilons à 2,50 €. Et puis, il y a également de la banane à loco à 4 €, des pâtes et du riz à 3 €. Et la boisson, elle, est à 1 €. C'est ça que propose Master Poulet. Est-ce que, selon vous, Nora Boisonnier, vous considérez que c'est de la malbouffe ? Non. Alors, en fait, on parle d'hypocrisie. Il y a une hypocrisie quand même qui est gigantesque, c'est-à-dire qu'en France, on est le pays, notamment, et pas que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous, du poulet rôti. Le poulet rôti, il y en a plein les rues en France, et a fortiori en Ile-de-France et à Paris. Notamment dans les boucheries traditionnelles. Dans toutes les boucheries de tous les arrondissements parisiens, du plus cossu au plus populaire. Dans toutes les villes de France, il y a du poulet rôti. Et qu'est-ce qu'on mange souvent avec du poulet rôti ? Des frites, des patates. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Du poulet grillé avec des pommes de terre, du riz ou de la loco. Bon. Donc, on n'est même pas sur ce qu'on appelle le tasty crousty, le poulet croustillant, donc de la friture, etc. Je rappelle que KFC, c'est des buckets de poulet frit quand même à la base. Bon, et il y a beaucoup de choses frites aussi chez McDo, chez Burger King. Donc là, on fait l'amalgame entre fast-food et malbouffe sur un produit qui, au fond, ressemble aussi à de la cuisine traditionnelle française, c'est-à-dire du poulet rôti, du poulet grillé. Mais la différence, c'est que là, ça n'est pas servi dans un cadre validé, on va dire, par la bourgeoisie ou par le bon goût ou par, je ne sais pas, les héros de la tradition française, traditionnelle, franco-française, et que, surtout, c'est consommé par des personnes
qui ne ressemble pas, a priori, à l'espèce de fantasme de ce qu'un Français devrait être, et couleur de peau, culture, voire religion, etc. Donc, et devrait manger, donc. Et devrait manger. Donc, en fait, quand on a des enseignes qui vont vous vendre, des boucheries qui vont vous vendre du poulet rôti et des frites, ça ne pose de problème à personne. Et on parle surtout pas de malbouffe pour parler d'un poulet rôti du dimanche, par exemple. En revanche, une enseigne qui vend la même chose, plus ou moins, parce qu'elle est installée à Saint-Ouen, parce que c'est pas cher du tout et parce que ça n'est pas une boucherie tradie ou un restaurant, on va dire traditionnel, classique, français, une brasserie, un bistrot ou que sais-je, et qu'il y a une certaine population qui va consommer davantage ces produits-là, et bien là, tout de suite, on jette l'opprobre dessus. Ouais. Et on appelle ça la malbouffe. Ouais. Et il y a un mot aussi qu'on a entendu de la part de Karine Rissouli, d'ailleurs vous étiez dans cette émission-là, c'est l'ultra fast-food. C'est quoi l'ultra fast-food en fait ? C'est ce que vous décriviez, c'est-à-dire qu'on a la fast fashion qui était H&M, Zara, etc. Et l'ultra fast fashion qui donc est Shein et compagnie, Temu, etc. Parce que comme vous le décriviez, il y a eu une montée en gamme aussi de H&M, de Zara. On voit bien H&M qui fait des collections capsules avec des grands créateurs, des grandes créatrices, etc. Et Zara qui propose aussi des vêtements qui sont, on va dire, un peu meilleure qualité et à des prix aussi qui ne sont pas forcément abordables. Il y a des pantalons à 150 € chez Zara, donc ce n'est pas quelque chose d'abordable. Bien, de la même manière, il y a eu une montée en gamme de la fast fashion. Et donc, l'effet, on va dire, inverse, c'est que, comme vous le décriviez, il y a de l'ultra fast-food avec donc effectivement des pilons à 1 €. Alors du coup, qu'est-ce qui explique, Marie-Blaise, qu'on ait ces prix-là ? Parce que forcément, les consommateurs doivent se demander pour quelles raisons, en fait, Master Poulet arrive à vendre des produits à ce tarif-là. Alors, l'une des explications, typiquement, c'est ce à quoi je référais par rapport à McDonald's. Les fast-foods, ce qu'ils ont fait, c'est de réduire extrêmement le service. Vous vous servez vous-même, vous débarrassez vous-même, il n'y a pas de vaisselle à laver, etc. Tous les déchets partent directement à la poubelle. Et donc ça fait des économies par rapport à un restaurant traditionnel où il faut débarrasser, il faut faire la plonge, il faut prendre les commandes à table et donc il faut circuler dans la salle, etc. Les gens restent moins longtemps. Alors, aux États-Unis... Ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est de la vente à emporter. Hein. Oui, il n'y a pas de restaurant. C'est ça, il n'y a pas de salle. Il n'y a pas de salle. Ça veut dire qu'on peut avoir un local beaucoup plus petit, avec une clientèle potentiellement... Enfin, c'est jamais plein. Alors, il faut arriver à débiter derrière. Mais comme, en fait, on est quand même sur des manières de cuisiner la viande assez homogènes, a priori, ça doit pouvoir aller assez vite. Et donc, si le travail est bien organisé derrière, on réduit les coûts de l'établissement lui-même. Après, le coût des produits, là, moi, j'ai pas d'avis. Et alors, il y a aussi la question de la provenance de la viande, parce qu'on l'entend. Hein. D'abord, il y a la question de la viande en elle-même. On sent qu'il y a une polarisation énorme autour juste du fait que ce soit de la viande. Et puis, il y a la question de la provenance du poulet. Sur la polarisation de la viande, est-ce que ça vous étonne, ce à quoi on assiste depuis maintenant 2 semaines, 3 semaines ? Alors, nous, ce qu'on voit depuis 10 ans maximum, c'est une évolution du statut de la viande. C'est-à-dire que historiquement, et je pense depuis au moins le Moyen-Âge, la viande, c'est l'aliment des catégories supérieures. Et pour les classes populaires, c'est une aspiration et un signe d'abondance. C'est la poule au pot de Henri IV, c'est la poule au pot, c'est pas des patates. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de patates, puisque les patates sont arrivées plus tard en Europe. Mais vous voyez, donc, tout ça... cette aspiration à la viande, elle est très très forte, elle est très ancienne. Et les années 50, 60, avec l'industrialisation de l'agriculture, l'intensification de l'élevage, pour les Français, c'est l'affluence, c'est de pouvoir manger de la viande tous les jours, voire 2 fois par jour. Et ben, ça veut dire que on est à l'aise, d'accord ? Et ça se maintient jusque dans les années 80. Il y a un basculement avec les crises sanitaires autour de la viande, autour du veau aux hormones, de la vache folle, la tremblante du mouton, qui va créer une méfiance, qui va entamer cette confiance et cet optimisme vis-à-vis de la viande. Et la consommation de bœuf en France, elle arrive à son maximum par tête, par habitant, dans les années 80. Mais pendant ce temps, la consommation de poulet continue à augmenter, comme vous le disiez. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, dans les classes supérieures un peu sensibilisées aux enjeux environnementaux et sanitaires, il y a une ambivalence vis-à-vis de la viande. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on devrait peut-être en consommer moins, voire être végétarien. Méfiance qui est particulièrement forte pour la viande rouge et
La viande blanche est relativement préservée alors qu'avant elle était considérée comme inférieure à la viande rouge, les belles pièces de bœuf qui étaient vraiment la viande des grandes occasions et du prestige. Et donc le poulet, viande maigre, viande un peu moins néfaste sur le plan environnemental nettement moins néfaste sur le plan environnemental que le bœuf, regagne un peu d'intérêt de ce point de vue-là. Mais d'une manière générale, les classes supérieures commencent à se défier de la viande et à s'en détacher, alors que les classes populaires y aspirent toujours. Ouais. Est-ce que vous comprenez, Nora Boisini, les questionnements autour de la provenance de la viande? Là, on entendait Perico Légas, mais on l'a entendu beaucoup aussi, cette inquiétude, on va dire, soyons polis, autour du fait que cette viande-là viendrait d'ailleurs, du Brésil, d'Ukraine, etc., et qu'elle serait donc potentiellement dangereuse. Encore une fois, c'est une hypocrisie gigantesque, inouïe, et ça montre à quel point il n'y a aucune transparence dans la provenance de la viande dans énormément de restaurants traditionnels français, brasseries, restaurants bistronomiques, même les gastronomiques. En fait, c'est pas une obligation. Hein. Non, mais en fait, on fait encore une fois, on fait l'amalgame entre bon marché, origine, et gastro, bistrot, etc., et origine. On a l'origine du bœuf qui est obligatoirement affichée dans les restaurants. On part du principe que si un restaurant est ouvert par quelqu'un qui a fait Top Chef, forcément, la bouffe, elle est exceptionnelle, c'est super sourcé, le poulet, il est forcément français. Je rappelle qu'en France, 2 choses. L'immense majorité du poulet qu'on consomme, il est importé. Il me semble que c'est plus de 70%. Et je rappelle aussi qu'en France, l'élevage intensif, c'est 80%. Même plus que 80%. Donc là, on a des débats où on va continuer à nous faire croire que l'image d'Épinal de la France est réelle, c'est-à-dire toutes les publicités qu'on voit des lobbies de la viande et des gens qui produisent ou qui vendent, qui distribuent de la viande, notamment du poulet, avec des poules qui sont dans de l'herbe, qui sont en liberté, qui mangent des graines, etc. Ça ne reflète pas l'élevage en France. Alors ça concerne surtout l'élevage des porcs et des bovins. Mais en France, là, on a Perico Légas qui nous parle de giga-élevage d'1 million, etc. Alors en France, on n'est pas encore là sur les volailles. En Europe, il y a une législation qui est évidemment pas la même aussi qu'au Brésil, par exemple. En revanche, le bien-être animal, pardon l'expression, mais on se torche avec aussi. Hein. Je veux dire, il suffit d'aller sur L214 toutes les semaines pour voir des vidéos abominables de souffrance animale, et tout est en France. Donc la viande que la majorité des gens consomment, déjà en consommation à la maison, à domicile, est une viande pour beaucoup qui est importée, notamment le poulet. Et il y a une espèce de mensonge, en tout cas une image qui est faussée, qui ferait croire que cette viande-là, Master Poulet, elle est dégueulasse parce qu'elle vient de Pologne, d'Ukraine, voire du Brésil, comme il dit. Mais on va nous faire croire que dans tous les autres restos où on va payer plus cher sa viande, elle est forcément française et de qualité. Il y a des candidats, je ne donnerai pas de nom comme ça, mais des candidats ex-Top Chef qui ont ouvert eux aussi donc, des restaurants étoilés ou des bistronomiques, etc., mais qui ont aussi ouvert des enseignes de fast-food et du poulet frit, et je dis bien frit et pas grillé, et ce poulet n'est pas français. Et on va sur le site et il n'y a pas écrit l'origine. Et quand il n'y a pas écrit l'origine, c'est qu'on n'a pas envie de la donner. De manière qu'en supermarché, on n'est pas obligé sur les étiquettes de donner l'origine de tous les produits. Et si on ne la donne pas, en général, c'est qu'elle n'est pas française. Donc, une des raisons pour lesquelles aussi cette viande, aujourd'hui, on la vilipende, c'est, comme vous le disiez, c'est devenu une viande un peu de pauvre. Et aussi parce que le bœuf est devenu extrêmement cher. Pour les ménages, avec l'inflation, c'est catastrophique. Aujourd'hui, on voit bien, les gens se tournent vers des protéines animales qui sont meilleur marché, les œufs et la viande blanche. Mais le poulet, il ne faut pas oublier non plus que le poulet, notamment le poulet frit, a une connotation qui peut être raciste, c'est-à-dire qu'il y a un amalgame qui est fait aussi, tout comme le symbole de la pastèque aux États-Unis est un symbole raciste négrophobe. Il y a aussi le poulet, certains types de cuisson de poulet, parce que là c'est pareil, on parle d'aliments, il y a des aliments qui ont un symbole statutaire. Mais la viande n'a pas l'aime, on le voit avec un poulet rôti du dimanche et un poulet grillé chez Master Poulet ou un poulet frit chez Testi Crousti ou ailleurs, quoi.
Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le symbole et le statut qu'il y a derrière. On y viendra justement aussi sur la lecture sociale et raciale de cette polémique-là. Peut-être se demander aussi qui mange aujourd'hui dans les fast-foods. Et ça, c'est issu de l'étude que vous avez signée, Marie Pless, avec votre collègue Séverine Gaujard, à partir de l'enquête de l'INSEE Budget de famille de 2017. Alors regardons le graphique. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce graphique-là, sur justement, Marie, la consommation dans les fast-foods par ménage? Tout à fait. Donc là, sur le graphique, j'ai fait figurer les tranches de niveau de vie. Donc c'est le revenu ramené à la taille du ménage, des 20% les plus pauvres aux 20% les plus riches. Et j'ai représenté les ménages, le pourcentage de ménages qui avaient dépensé au moins 1 euro dans les différents lieux de restauration hors foyer, dans l'enquête budget de famille de 2017. La nouvelle est en train d'être réalisée par l'INSEE. Donc le bleu foncé, c'est du fast-food. Le bleu foncé, c'est le fast-food, le plus à gauche. Et donc ce que vous voyez, c'est que en fait, le fait d'avoir consommé dans un fast-food la semaine de l'enquête augmente en fonction du revenu. Et c'est l'établissement le moins fréquenté avec la vente à emporter, que j'ai mis aussi parce que dans la vente à emporter, justement, il y aurait Master Poulet, par exemple. Donc ce que vous dites, c'est que plus on est riche et plus on consomme dans les fast-foods. Et oui, tout à fait. Parce que tout simplement, ça coûte quand même plus cher de manger au restaurant que de manger chez soi. Ouais. D'ailleurs, les Français, ils mangent beaucoup à la maison. Beaucoup plus que les Américains, par exemple. Donc, typiquement, un ménage français, un Français, il va prendre une personne vivant en France, 4 dîners sur 5 à la maison. Et le midi, quand on mange à l'extérieur, c'est en général parce qu'on y est contraint, parce qu'on est élève, étudiant ou parce qu'on travaille. Et donc, typiquement, les personnes qui sont au chômage ou sans activité, elles mangent très peu à l'extérieur. Et donc, c'est ça qu'on voit aussi. Les ménages plus riches, ils travaillent plus, ils sont plus âgés, ils ont plus de revenus. Notez la cantine, le restaurant d'entreprise à droite en bleu clair. Donc ça, c'est tout ce qui est restauration collective, subventionnée en général, en tout cas avec une aide de l'État ou de l'employeur ou de la municipalité. Et vous voyez que les ménages les plus pauvres y ont eu beaucoup recours. Donc ça, c'est parce que c'est souvent des ménages avec enfants et plus jeunes qui sont les ménages plus pauvres en France aujourd'hui. La pauvreté, c'est les familles, alors qu'au milieu du XXe siècle, c'était les ménages, c'était les personnes âgées, les retraités qui étaient pauvres. C'est plus le cas. Et quand même, la restauration collective, elle bénéficie aussi aux riches, donc typiquement parce qu'ils sont salariés de grandes entreprises qui ont des restaurants d'entreprise. Ce genre de choses. Donc là, on est aux antipodes de l'image médiatique qui est accolée à celles et ceux qui vont aller manger dans les fast-foods ou de la vente à emporter, type Master Poulet, Nora. En fait, moi, ce qui m'a... Je n'ai pas été surprise, mais ça m'a toujours choquée. Vous le disiez, je t'ai lancé ce soir pour parler de cette polémique et cette grande hypocrisie, comme vous le titrez très justement. Il y a une séquence qui a été isolée par France 5, qui a été publiée sur Instagram, dans laquelle je dis « Tout le monde mange dans des fast-foods ». Et par tout le monde, évidemment que j'entends pas chaque individu qui vit en France, j'entends toutes les classes sociales. C'est la phrase qui me vaut des commentaires insultants, haineux, de remise en question de mes propos depuis une semaine. Soyons très clairs, dire que c'est la phrase... Sur toute l'émission, c'est celle-ci qui Disons que les gens n'ont pas regardé l'émission, dire qu'il y a une séquence, et ça j'entends, il y a une séquence qui est postée, très bien. Mais moi je persiste et signe, parce que, en fait, je ne suis pas arrivée avec juste des arguments de sortie de la pression. Ce n'est pas mon expérience, c'est que j'écris dessus aussi. Je me base sur les travaux de sociologues pour écrire mes livres et pour affirmer des choses. Mais donc, les commentaires, c'était vraiment mais n'importe quoi. Il n'y a que les pauvres qui mangent de la merde, pour le dire comme ça. Les pauvres ne savent pas manger. Moi, j'ai un SMIC et je mange bien. Moi, j'ai un RSA et je mange des fruits et légumes. Je viens d'une famille ouvrière et je mange des fruits et légumes. Non, c'est faux ce qu'elle raconte. C'est vraiment, c'est faux. Non, les riches ne mangent pas au fast-food. Et beaucoup de moi, je n'y vais pas. Moi, je boycotte. Je ne donne pas mon argent, etc. On a une sociologue qui se base sur des chiffres officiels. Je me base, moi, sur les chiffres officiels aussi. On le dit, on persiste, on signe. On l'a bien vu avec ce graphique et ces travaux réalisés par des sociologues de l'alimentation. Ça me rappelle, je ne sais pas si on en parlera après, mais les émeutes du Nutella, ce qu'on appelait les émeutes du Nutella. Justement. Je me permets du coup d'enchaîner là-dessus. Donc on est en 2018, 2017, je crois. Oui, je crois que c'était à peu près ça. 2018. Oui, j'en parle dans Manger les riches. Moi, je me rappelle, je travaillais dans une rédaction à l'époque, et ce qu'on a appelé, on l'a appelé les émeutes du Nutella. Donc aujourd'hui, on parlerait de sauvage, d'ensauvagement. Donc déjà, le vocabulaire qui est utilisé, il est pas du tout neutre, il est connoté. On parle d'émeutes, pourquoi ? Il y a eu une enseigne de supermarché qui a fait une giga promo sur le Nutella. Le Nutella, qui est à la fois un produit plaisir,
à la fois un produit qui quand même coûte cher et à la fois un produit qui est consommé de la même manière que les fast-foods par tout le monde, dans le sens toutes les classes sociales mangent du Nutella. C'est-à-dire, pour le coup, il n'y a même pas... Bon. On peut me dire, oui, mais moi, je boycotte, je sais pas quoi, le Nutella, c'est de la merde, etc. Mais ça, c'est des jugements de valeur. Et c'est tout à fait individuel. Le Nutella, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que plein de gens, évidemment, se sont rués. Oui, on a vu des ruées, on a vu des scènes, parfois violentes, de gens qui essayaient d'acheter le maximum de Nutella. Il faut rappeler quand même que la promotion était de 70%, donc c'était quand même pas rien. Voilà. On passait de 4 € à 1 €. Quoi. Et j'ajouterais, il n'y a jamais de promotion sur le Nutella. C'est un produit de marque nationale, hein, donc c'est pas une marque, enfin c'est une marque nationale. Et il n'y a jamais de promo. Donc, ça crée un effet... Voilà. Ça crée un effet quand même énorme. Donc, il s'est passé quoi ? Il s'est passé que sur les réseaux sociaux, dans les médias, il y a eu des propos ahurissants d'un mépris de classe terrible et d'un racisme, évidemment, aussi, qui disait « Regardez tous ces pauvres qui sont comme des animaux ». Et puis des jugements, il y a eu ces pauvres qui bouffent de l'huile de palme, et de responsabilisation individuelle, de dire « C'est la faute des pauvres ». Si les entreprises comme Ferrero déforestent l'Amazonie, déforestent, etc., les orang-outans, etc. Donc il y a eu ça, alors que le Nutella est consommé par tout le monde. Donc il y a une forme de mépris et puis justement une méconnaissance, une ignorance profonde de la manière dont en France les classes sociales consomment, mangent et leurs pratiques et les marques et le type de nourriture. C'est intéressant cette comparaison que vous faites avec le Nutella parce qu'effectivement moi je voulais la faire et je me demandais d'ailleurs si avec le Nutella et avec Master Poulet, on ne retrouvait pas aussi une notion de plaisir qu'on n'entend pas dans le récit médiatique. C'est-à-dire se dire, on va se faire plaisir, on va faire plaisir à nos enfants éventuellement en achetant du Nutella ou en allant acheter du poulet grillé au Master Poulet un soir dans la semaine pour faire plaisir aux enfants. Est-ce que cette notion de plaisir-là, vous la liez également à cette consommation, Marie ? Alors, moi, je suis très prudente avec la notion de plaisir parce que en sociologie, c'est une notion qui est très mal définie. En revanche, dans le cadre de l'alimentation, c'est une notion qui est très portée par les industriels. C'est-à-dire que l'un des discours des industriels pour défendre typiquement un produit comme le Nutella, qui est ni sanitairement ni environnementalement nickel, enfin en tout cas qui a été critiqué, c'est de dire ah oui, mais c'est pour le plaisir. Et vous voyez, on a la même chose sur les voitures thermiques aujourd'hui. J'ai vu une publicité pour une voiture il y a quelque temps, le plaisir de conduire. Et donc, quand on n'a plus d'arguments, quand on sait que le produit il est difficile à défendre intrinsèquement, ah oui, mais on ne va pas vous priver de votre plaisir. Non, mais dans les entretiens que vous faites avec les familles, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. C'est le discours de beaucoup d'industries pour défendre, justifier finalement. Pour justifier. C'est du marketing. Voilà, pour vendre le produit. Par contre, en sociologie, on a la notion de goût. Et c'est ça que moi j'utilise en fait. C'est-à-dire que les goûts, donc ça va être un plaisir gustatif par exemple, et ça peut être un plaisir esthétique aussi, de regarder une belle assiette ou de voir une belle pile de pilons de poulet devant soi. Et le goût, il est différencié socialement. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes ont en général plus de goût pour les fruits et légumes que les hommes, et les hommes, ils aiment la viande. Hein, c'est un peu caricatural, mais dans l'ensemble, on s'y retrouve. On retrouve, les hommes mangent 2,5 fois plus de viande rouge que les femmes. Et c'est pas une question scientifique, il faut aussi le dire, c'est une question culturelle. Voilà, exactement. Et donc les goûts, ça c'est socialement construit, et c'est là-dessus que vont porter les jugements de valeur. C'est-à-dire que quand vous dites que vous aimez quelque chose, on va se dire, est-ce que c'est de bon goût ? Et si c'est de mauvais goût, alors ça porte un jugement aussi sur vous en tant que personne. Alors ça nous amène directement sur ce qu'on connaît du travail notamment de Pierre Bourdieu, que vous citez, Nora, dans vos travaux, que vous citez, j'imagine, aussi dans les travaux scientifiques que vous menez à INRAE, Marie. C'est le travail qu'il a mené sur distinction et critique sociale du jugement. Il était invité sur le plateau d'Apostrophe, c'était en 1979, pour en parler. Écoutez. Et d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. Pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte.
mettons une cravate à pois, une cravate unie, quand nous achetons une Mercedes ou une 2 chevaux, nous nous identifions plus profondément à nos goûts, au fond, qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus profondément que nos opinions. Je me suis amusé un peu à décrire les goûts de ce que j'appelle la petite bourgeoisie nouvelle. Disons, culture libérée, libre, un peu avant-garde, etc. Bon. Alors je suis tombé sur un magazine qui s'appelle le Catalogue des ressources. Alors c'est un truc en 3 volumes, fort cher, destiné aux jeunes gens qui veulent faire du ski de randonnée, de la roulotte, du ski hors piste, enfin tout ce qui est en marge, tout ce qui est nouveau, le style vert, randonnée verte, etc. Bon. Toutes les choses qui sont mentionnées là-dedans vont très très bien ensemble. C'est-à-dire que le fait de préférer telle ou telle cuisine n'était pas sans rapport avec le fait de préférer telle ou telle musique. Goûts bourgeois anciens, qui sont du côté du sobre, du raffiné, de la double négation, de la litote, du refus de l'épate, de l'étalage, etc. Bon. Alors là, on retrouvera tout un ensemble aussi de choses parfaitement cohérentes entre elles et tout à fait exclusives des préférences tout à fait voisines. Voilà, le dégoût, c'est le dégoût du goût des autres. Le dégoût du goût des autres. Donc en fait, il y a une manière de se distinguer socialement, en fait. C'est les fameux... Moi, j'aime pas ça, donc je suis supérieure à toi. Parce que toi, tu aimes ça, et ça, c'est pas le bon goût. Alors, c'est pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est plus que je n'aime pas ça, c'est que ce n'est pas bon. C'est-à-dire, c'est moins une subjectivité que... plutôt même une prétention à une généralisation sur le bon goût. On le voit avec la légitimation de certains types de gastronomie. Aujourd'hui, encore ça fait 2 siècles que c'est la France qui distribue les bons et les mauvais points. On a le guide Michelin, c'est la France qui dit tel restaurant vaut le coup, mais elle ne dit pas juste tel restaurant, elle dit telle gastronomie, telle culture vaut le coup. Dans le guide Michelin, il n'y a jamais eu de restaurant distingué sur le continent africain. Les restaurants distingués sur le continent, l'immense continent asiatique, hormis le Japon, il n'y avait pas grand-chose jusqu'à présent. Donc c'est les pays des Nord, les pays dits occidentaux qui vont distribuer ces bons points, donc valider certaines consommations, certains aliments, certaines restaurations et gastronomies. On a des gastronomies aujourd'hui qui sont encore victimes de préjugés racistes et nutritionnellement incorrects. Par exemple, les cuisines chinoises, je dis bien les cuisines chinoises parce qu'il n'y a pas une cuisine chinoise. Les cuisines chinoises, il y a encore des stéréotypes extrêmement racistes en disant mais il y a peut-être du chien dans les raviolis, elles sont faites dans les salles de bain, c'est forcément dégoûtant, niveau hygiène, on ne sait jamais trop, c'est douteux. Les gastronomies africaine, surtout subsaharienne, il y a aussi l'idée que c'est forcément gras, c'est forcément mauvais pour la santé, c'est de la grosse sauce, etc. Il y a de l'huile partout. En revanche, quand c'est japonais, c'est raffiné, c'est sophistiqué, etc. Donc l'Italie, très bon exemple. L'Italie, nous, la France, on n'est pas un pays de street food. Pourtant, un jambon beurre pourrait être considéré comme la... Mais on n'est pas un pays street food pour toute notre histoire, justement, autour des restaurants, de la gastronomie, et puis de la monarchie, la cuisine de cour. La grande table, et puis la cuisine de cour, c'est ce que vous disiez aussi dès le Moyen-Âge. Bon, en Italie, il y a une cuisine de rue, et notamment la pizza, on peut la consommer aussi, pas forcément à table, mais la gastronomie italienne a aujourd'hui des lettres de noblesse que plus personne ne peut récuser. À Paris, on est un des champions, il me semble, du nombre de restaurants italiens, et notamment des restaurants milieu de gamme et haut de gamme. Donc aujourd'hui, un plat de pâtes ou une pizza, elle est vendue 27 €, tout comme des burgers premium. On parlait de premiumisation aussi de certains aliments. Donc ce sont des aliments qui reflètent aujourd'hui un bon goût, légitimé par une classe bourgeoise et a fortiori blanche. Donc aujourd'hui, quand on a un chef étoilé qui va, comme beaucoup, se lancer dans des burgers premium, de luxe, gastro, etc., personne ne parle de malbouffe. On parle de burger. Ça reste un burger avec du fromage, de la sauce, du pain, de la viande. Ça a été une stratégie, effectivement, de surélever un peu... C'est la premiumisation, c'est vraiment ce qu'on parlait tout à l'heure, dont on parlait aussi, de la montée en gamme. Et donc, on va valoriser et distinguer un burger d'un autre burger. Et je donne juste un exemple qui n'est pas alimentaire pour qu'on comprenne aussi cette distinction de pratique. Je parle de l'imprimé Panthère. L'imprimé Panthère sur une candidate de télé-réalité et l'imprimé Panthère sur Brigitte Macron,
il ne va pas être perçu de la même manière. On va parler de vulgarité pour l'une et on va parler d'élégance ou peut-être d'un petit peu d'une prise de risque, etc. pour l'autre. Donc c'est de la même manière, c'est-à-dire que ça va dégoûter. Donc la même chose, le même imprimé, le même produit alimentaire va susciter le dégoût parce qu'une classe sociale la consomme et le bon goût chez les autres. Et par ailleurs aussi, je voulais vous montrer un exemple, c'est les fameuses pâtisseries de Cédric Grolet qui sont ouvertes un peu partout en France, notamment à Paris. Là, par exemple, le Parisien qui, en 2024, février 2024, nous parlait donc de cette frénésie autour de la pâtisserie de Cédric Grolet, près de l'Opéra Garnier, en plein cœur de Paris, avec des mots qu'on utilise qui ne sont pas du tout ceux qu'on entend sur Master Poulet. C'est intéressant. Donc là, le mot frénésie, on n'entend pas du tout d'invasion, etc. Et puis le mot foule de gens sagement alignés, ce qui n'est pas du tout ce qu'on entend aussi sur le Master Poulet, Marie. Oui, alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans votre propos, Nora, ça m'a fait penser à une autre chose que dit Bourdieu, c'est-à-dire, c'est ce qu'il appelait, excusez-moi, le droit de cuissage symbolique des classes supérieures sur les goûts populaires. C'est-à-dire cette capacité des classes supérieures de s'approprier des éléments de la classe populaire, juste un petit truc, on le prend et on dit, ça c'est classe. Donc l'imprimé Panthère, depuis 2-3 ans, là, ça y est, c'est classe. Porté de façon stratégique, bien sûr, pas n'importe comment non plus, mais voilà. Le hamburger, typiquement, a été approprié complètement par la gastronomie traditionnelle, les brasseries et même les restaurants beaucoup plus bistronomiques que gastronomiques. Le kebab également. Le kebab dans une certaine mesure. Dans la musique, c'est flagrant et ça a été de façon répétée. Le jazz, c'était la musique des Noirs américains, c'est maintenant une musique hyper exigeante, d'un certain... Voilà. Très classe supérieure bien installée. Le rap, quand c'est apparu, c'était une musique de jeunes, de sauvages, racisés, etc., de jeunes hommes, encore une fois. Aujourd'hui, il y a des rappeurs bien et il y a des rappeurs populaires. Jul, c'est populaire. Aya Nakamura, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Quand on écoute de l'opéra, on ne comprend pas tout non plus, excusez-moi. Excusez-moi, c'est en allemand. Voilà. Par contre, il y a quelques rappeurs qui sont adoubés par la culture cultivée. Et on a la même chose sur l'alimentation. En fait, très régulièrement, on pioche des choses. Mais l'alimentation, de toute façon, c'est toujours des emprunts. La culture gastronomique française, elle emprunte sans arrêt et dans le monde entier. Alors la panique morale, c'est aussi et peut-être surtout du fait, et vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure, Nora, que le Master Poulet soit une enseigne qui vend de la viande de poulet halal, et qui l'indique d'ailleurs sur son site internet. Alors elle ne le revendique pas non plus, et d'ailleurs il communique très peu dans les médias, mais on le sait, c'est une viande halal, et ça c'est insupportable, notamment évidemment sur CNews, qui voilà un phénomène, disent-ils, de concentration communautaire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais regardez. C'est une chaîne de poulet très peu chère, fast-food. Et quand vous allez sur leur site, c'est tout de suite précisé, à propos, dans l'ensemble de nos restaurants, nous servons exclusivement des viandes certifiées 100% halal. Voilà ce qu'on peut lire sur le site de Master Poulet. On est en train de voir une véritable bataille communautaire parce que les Toussi Croustilles, Mister Poulet, etc., tout ça, sur les réseaux sociaux, ça cartonne, sur TikTok, etc. C'est véritablement devenu même des arguments de campagne. Pendant les élections municipales, on avait des candidats qui y allaient. À chaque fois qu'il y a effectivement une inauguration, ce sont des centaines, voire des milliers de gens qui sont devant. Et ça, évidemment, parce qu'il y a l'argument communautaire du 100% halal qui est mis en avant. Ça c'est l'élément le plus important. D'abord, c'est halal ou pas? Oui, c'est 100% halal. 100% halal. C'est très intéressant parce que tout le monde ne dit pas que c'est halal. Ah bah évidemment. La question, c'est pas, à mon avis, essentiellement le fait que est-ce que c'est de la bonne ou mauvaise nourriture, c'est que c'est 100% halal. C'est ça le vrai sujet sur le Master. Pourquoi vous trouvez que c'est le vrai sujet? C'est le vrai sujet parce que il y a toujours une forme de communautarisme. Ça, et c'est un des signes, c'est l'alimentation effectivement. Et si vous obligez, si vous ne vendez que du halal, automatiquement vous créez un phénomène de concentration communautaire autour de cette nourriture qui respecte la législation islamique. Arrêtons de tourner autour du pot. Oui. Master Poulet est une chaîne halal. Oui, et alors? Et alors, c'est un facteur clé de son succès. Ouais, c'est très intéressant, le « et alors » du maire de Saint-Denis, de Bali Bagayoko. Et d'ailleurs, je vous ai posé la question hier en préparant l'émission, et vous m'avez répondu presque à la même chose. Oui, et alors? Oui, on a servi du poisson le vendredi à la cantine en France depuis que la cantine existe, et
Ça pose de problème à personne? Moi, cette expression de concentration communautaire, j'adore. J'adore, pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de concentration communautaire sur la place Vendôme. Alors que ça n'est que des bijoux. On ne parle pas de concentration communautaire dans les arrondissements parisiens où il y a des lieux de pouvoir qui sont ceux qui concentrent le plus de restaurants étoilés. Les restaurants étoilés sont aussi très près de la frontière suisse. Personne ne parle de concentration communautaire. La communauté, encore une fois, il y a léopard et léopard, et il y a communauté et communauté. Bon. Et tout à l'heure, on parlait de Cédric Grolet. Mais là aussi, il y a une concentration communautaire des gens qui font la queue pour acheter des pâtisseries en trompe-l'œil, dont personne ne soucie de la provenance des ingrédients. Personne n'est en train de savoir d'où vient le sucre, etc. Si c'est pas un peu trop sucré, bon voilà. Encore une fois, c'est le bon goût, Cédric Grolet. C'est le bon goût bourgeois. Donc, moi, tout ça me fait penser au bruit et l'odeur de Jacques Chirac. Et donc, quand c'est le bruit et l'odeur d'un master poulet à Saint-Ouen, on a tous les fachos, qui montent au créneau et qui dénoncent un communautarisme et clairement, on va le dire, un grand remplacement gastronomique. On nous obligerait à manger halal. En revanche, quand le bruit et l'odeur, c'est des pâtisseries en trompe-l'œil, c'est un candidat de Top Chef qui ouvre une boutique de poulet frit dans des beaux quartiers, ça ne dérange personne. Et peut-être même que la viande que ces gens mangent est halal et ils ne le savent pas. Oui. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de l'écrire. On l'écrit pour être inclusif. Et moi, je voudrais qu'on rappelle que c'est pas du communautarisme, c'est de l'inclusivité. Voilà, inclusif. Et la table française, tous ces gens qui défendent, qui disent oui, le patrimoine de l'UNESCO, parce que c'est pas la gastronomie, c'est le repas à table traditionnel des Français qui est au patrimoine de l'UNESCO. C'est Sarkozy qui l'avait poussé déjà. Et c'est les scientifiques qui lui ont dit wow, on va pas inscrire une gastronomie, c'est pas possible, on va inscrire autre chose, le repas. Donc c'est autre chose. Tous ces gens qui disent défendre le repas des Français, la gastronomie, la tradition française, oublient que la tradition française, et qui a été reconnue par l'UNESCO, c'est quoi? C'est la commensalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de manger ensemble à table. Et c'est eux qui organisent une scission et qui disent il y a eux et il y a nous. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. La communauté, c'est quelque chose de beau. Ça veut dire du partage. Ça veut dire qu'on peut tous et toutes manger la même chose à table, ou manger différemment, mais ensemble. Et c'est ça que fait le halal, le kasher, des trucs végétariens, des trucs sans gluten, sans lactose, voilà. C'est pas on fait sécession, c'est on veut manger avec les autres. C'est un élément d'enquête aussi, la question du halal dans les travaux des sociologues de l'alimentation en France. Marie Pless? Peu encore. Il y a eu des travaux un peu sur les circuits économiques de la viande halal, mais ils datent un peu et je ne suis pas sûre qu'ils soient toujours pertinents. On a dans mon labo une thèse en cours sur la viande des kebabs. D'où vient la viande qui est enfilée sur la broche des kebabs? La thèse commence, mais ce sera super intéressant. Oui, parce que c'est vrai que en fait, c'est balancé comme ça, mais on a très peu de chiffres et d'éléments scientifiques sur d'abord combien il y a de gens qui mangent du halal en France. Est-ce qu'eux-mêmes, effectivement, le savent ou pas? Alors, il y a des restaurants qui communiquent et puis il y a ceux qui ne communiquent pas parce qu'il y a effectivement la question de l'inclusivité, mais aussi à rebours, la question de ne pas vouloir être stigmatisé si, par exemple, on était amené à communiquer sur le halal, notamment dans un contexte d'extrême droitisation de la société française. Oui, en fait, c'est encore une panique morale. On l'a vu avec les cantines. Je veux dire, le mot halal, il hérisse le poil de toute la droite en France, et on ne parle pas que de l'extrême droite. Donc le mot halal, tout de suite, encore une fois, il y a cette image de ils vont remplacer, ils obligent. Là, on a quelqu'un sur un plateau qui dit obliger les gens à. Oui, alors qui revient un petit peu parce qu'il comprend qu'il va un peu loin. Mais personne ne l'oblige à aller manger chez Master Poulet, personne ne l'oblige à ne manger que halal. Dans les supermarchés, la viande halal, c'est pas la viande majoritaire dans les rayons. En revanche, encore une fois, c'est de la viande de provenance étrangère, beaucoup qui est dans les rayons. Et ça semble moins les déranger que le caractéristique halal, donc le côté religieux aussi de cette pratique d'abattage rituel musulmane, parce qu'on n'a pas encore dit le mot. Mais ce qui les dérange, c'est les musulmans ou les personnes qu'ils apparentent à des musulmans, des personnes racisées, noires et maghrébines. Et c'est ça, au fond, la polémique. C'est des Arabes, on va le dire comme ça, c'est des Arabes qui mangent du poulet
Et les Arabes qui mangent du poulet, on n'aime pas, tout comme en France, on adore le couscous, mais sans les Arabes. On y arrive, parce que c'est la question effectivement du bruit et de l'odeur, et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup depuis 3 semaines sur la polémique de Master Poulet. Ça sentirait trop le poulet aux alentours des enseignes Master Poulet dans les centres-villes dans lesquels ils sont installés. Il y aurait du bruit parce qu'il y aurait des gens qui s'attrouperaient, qui seraient statiques devant l'enseigne. Regardez. Certains centres-villes, ces enseignes provoquent des tensions. Comme souvent avec ces fast-foods, cela provoque notamment des problèmes de bruit, d'odeur, d'attroupement tard le soir. Master Poulet, par exemple, est ouvert jusqu'à 2h du matin dans certaines villes. Les riverains dénoncent des nuisances. Quand on habite au-dessus d'un Tasty Krusty qui est ouvert de 11h du matin à 4h du matin tous les jours, avec des scooters Uber qui squattent devant tous les soirs, avec le peu d'hygiène qu'il y a en tout cas dans ce Tasty Krusty là, c'est une catastrophe avec des odeurs qui sont en été infernales Et puis beaucoup d'incivilité autour. Un jour ils ont fait une ouverture là parce que à chaque fois c'est tout ça ils font toujours ça en grande pompe. Et à un moment ils ont fini par sortir un lance-flamme. Pardon, pour faire quoi? Pour briser les poulets. L'animation. Et nous, ça faisait 2 heures qu'on était au téléphone avec les flics en disant que ça allait mal finir parce qu'il y avait beaucoup d'incivilité, des gens qui se faisaient insulter, etc. Et ils ont fini par débarquer parce que le lance-flamme, ça leur a un peu fait peur. Ah oui, quand même, oui. Et voilà. On voit des vidéos avec de l'air qui remonte, la grillade qui remonte sur les balcons des habitations au-dessus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Où il y a des extracteurs d'air et il y a pas de... Non mais là, c'est la raison pour laquelle je vous invite à aller interviewer les personnes qui habitent au-dessus. C'est catastrophique. Et là, pour le coup, c'est le rôle d'un maire d'assurer le bien vivre ensemble. Alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est quand même le rapport texte-image, parce que on nous parle de lance-flammes, on nous parle de gens qui seraient dérangés parce qu'il y aurait cet attroupement. Ce qu'on voit, c'est des images où il y a des gens qui attendent leur commande devant une enseigne de poulet. Qu'est-ce qui se joue là, selon vous, Marie? On s'attaque plus à une population qu'en réalité à s'interroger sur les conditions de commerce de cette alimentation-là? C'est de ça dont il s'agit, selon vous? Il me semble que l'un des sujets, c'est l'occupation de l'espace public. Ouais. Qui est dans la rue et le type d'espace public dans lequel on aimerait être, dans lequel on se sentirait chez soi. Et il n'est pas forcément le même pour tout le monde. On peut aspirer à des centres-villes avec de la circulation apaisée, des espaces verts, et on peut apaiser à une ville peut-être plus vivante, où il y a de l'activité, de la circulation, etc. Je pense que toutes les personnes qui habitent au-dessus d'un bar, d'un établissement ouvert la nuit, d'une brasserie, d'un fast-food, de quelque enseigne que ce soit, sont exposées à des nuisances. Alors, la différence, c'est que quand l'établissement est là, avant que vous emménagiez, au moins, vous êtes au courant. Là, on a des gens, dans le cas de Saint-Ouen, qui apparemment ont acheté leur appartement dans une copropriété en 2024, et en 2026, il y a un fast-food, donc il y a sans aucun doute des odeurs, mais vous passez devant un McDo, c'est pareil. Je comprends que ces personnes soient désappointées et gênées. Et après, il y a le traitement qu'on en fait, et qui, là encore, on revient à des choses, effectivement, les propos dépassent un peu l'image. Enfin, on a du mal à... c'est clair. Et alors, pardon, mais on voit quand même la police manger au Master Poulet. Pardon, on voit des poulets manger du poulet. Bon, ça va rester. Fallait que je la sorte. Oui, mais parce que c'est quand même drôle, parce que non, mais en fait, on a bien vu les jeux de mots sur CNews, combat de coq à gauche, Master Poulet. Donc il y a des jeux de mots sur ça, mais personne n'avait fait le jeu de mots des poulets qui mangent du poulet. Donc pardon, dire que là on parle d'incivilité, il y a quand même des policiers qui mangent ça. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, tout à l'heure on parlait aussi de goût, de plaisir, de gourmandise, c'est comme ça qu'on dit aussi, et de nécessité. Et il y a les deux. Pourquoi est-ce qu'on mange là? On mange parce qu'on a envie, parce qu'on n'a pas le choix, parce que ça c'est pareil dans les commentaires sur Instagram, c'est oui mais on a toujours le choix, quand on veut, on peut, etc. Quand on ne peut pas cuisiner, parce que manque de temps,
manque d'argent, manque de matériel, parce qu'on vit dans un hôtel social, on vit dans quelque chose qui est insalubre, on est trop nombreux, des problèmes électriques partout, on a juste une plaque. Matériellement parlant. Matériellement, ou bien on n'est pas valide, on a de l'arthrose, on peut pas rester debout, on peut pas aller faire des courses. Donc il y a plein de raisons. Que c'est pas cher, c'est rapide, on a un job le soir, donc il faut bien que les enfants ils mangent tout seuls, donc ils peuvent pas réchauffer un truc, donc on leur donne ça de temps en temps. Nécessité. Quand on est ouvrier du bâtiment, il y a eu beaucoup d'ouvriers qui ont été interviewés justement en disant nous, ça nous remplit le ventre. Il y a ça aussi. Ouais. La nourriture, ça n'est pas qu'une question diététique. C'est pas qu'est-ce que je mets comme macronutriments dans mon corps, etc. Aujourd'hui, on a un discours qui est, et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis maintenant, la nutritionnalisation. C'est les sociologues de l'alimentation, donc Jean-Pierre Poulain, qui en parlait depuis très longtemps, en disant il y a ce discours santé aujourd'hui qui est prégnant, et donc il l'est d'autant plus aujourd'hui parce que lui, c'est dans les années 90 qu'il en parlait. Et donc là, il y a un jugement de valeur à la fois sur qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce que ça leur fait. Et il y a une présomption d'ignorance dans les catégories populaires, vis-à-vis des catégories populaires qui ne sauraient pas ce qu'elles mangent, qui ne savent pas ce que c'est que bien manger, donc qui mangent n'importe comment, n'importe quoi. Et on oublie aussi que le choix n'existe pas pour tout le monde et que la nourriture, elle vise d'abord à remplir, rassasier, pour avoir de l'énergie pour travailler, par exemple. Donc les policiers ont besoin d'énergie pour travailler aussi, et donc ils se remplissent le ventre avec du poulet grillé. Et d'autres employés. Moi, ce qui m'a quand même surpris, même si on a quand même l'habitude ici à Arrêt-sur-Image, c'est que globalement, dans ce foisonnement de traitement médiatique autour de cette affaire, qui visiblement est une affaire incroyable, au point d'être maintenant à l'antenne depuis 3 semaines, en fait, on a très peu entendu les consommateurs de Master Poulet. Alors, il y a un papier de France Info, d'ailleurs c'est vous qui m'en avez parlé hier quand on a préparé l'émission ensemble, Marie, c'est celui-ci, et on entend par exemple, on lit Alberto, qui est donc travaille sur des chantiers du bâtiment, et qui nous dit, on est des travailleurs, on est mal payés, on cherche quoi? Des choses pas chères. Quand vous voyez les différences aujourd'hui, un sandwich grec, c'est 10 €. Et là, on mange bien, on remplit notre ventre. Avec 7 €, vous mangez pour 2 personnes. Ça veut tout dire. La question du prix est visiblement cruciale. Quand vous êtes effectivement un travailleur avec un salaire relativement bas et que vous avez typiquement pas accès à une restauration d'entreprise parce que vous travaillez à l'extérieur, alors en plus dans le bâtiment, ça veut dire que vous faites un travail physique et s'il fait froid, vous êtes exposé au froid. La consommation calorique est présente. Donc vous devez vous nourrir. Vous êtes agent de police, c'est pareil, vous faites des rondes, vous devez vous nourrir. Il y a plein de professions comme ça qui sont amenées à se nourrir dans la journée de travail et c'est la principale raison de recours à toutes les formes d'alimentation relativement rapide. Les boulangeries aujourd'hui ont énormément développé leur offre de vente à emporter. Il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de sandwichs, de parts de quiche, des cafés. Les boulangeries qui font des cafés, c'est relativement récent aussi. Les supermarchés qui ont une offre les aussi supermarchés ont développé des barres à salade. Exactement. Picard, c'est pas seulement un magasin de surgelés, c'est aussi un magasin pour la pause déjeuner avec les formules express. Enfin bon, il y a toute cette offre. En fait, elle vient aussi suppléer le fait que, avec le développement du télétravail depuis le Covid, les entreprises ont des locaux plus petits et ont moins développé les restaurations collectives. Enfin, il y a un retrait de ce point de vue-là un petit peu. Et la conséquence, c'est que les gens qui déjeunent hors du domicile, c'est dans un certain nombre de cas électifs, mais pas tant que ça. Vous avez vu le graphique tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais le restaurant traditionnel, voilà, en vert, c'est celui sur lequel il y a le plus d'écart. On a 10% des ménages pauvres qui ont eu recours dans la semaine, contre presque 38% dans les ménages, les 20% les plus riches. Oui. Donc, les autres, pour les autres, c'est la restauration collective chaque fois qu'on peut, et puis la vente à emporter ou la vente rapide. Ouais. En fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, excusez-moi, ceux qui peuvent aussi peuvent emporter une gamelle, mais ça c'est pareil, ça demande du travail en amont, de la préparation. Est-ce qu'il y a un frigo, un micro-ondes au travail, etc. C'est du travail féminin. Moi, mon père était ouvrier dans le bâtiment toute sa carrière, il était électricien, et donc évidemment sur les chantiers, comme vous le dites, il n'y a pas de cantine sur les chantiers, et donc soit c'est un sandwich, et donc ça coûte cher de manger un sandwich, puis on mange froid, souvent, le midi. Et c'est ma mère qui préparait la gamelle de mon père, tous les soirs. Tous les soirs. Et lui, parfois, arrivait sur un chantier et il n'y avait rien pour réchauffer. Comment vous mangez chaud? Voilà, on mange à emporter, on mange pas cher, on mange au plus proche aussi.
On ne va pas aller faire 35 minutes de métro, de voiture ou marcher 20 minutes à pied quand on a 1 heure pour déjeuner. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette polémique, montée en épingle pour X raisons aussi et pas pour les bonnes raisons, c'est qu'on peut enfin parler de sociologie de d'alimentation. On va en parler de droit à l'alimentation, de choix et de contraintes économiques. On peut en parler parce que là, on le fait, mais grosso modo, quand même, sur les 3 semaines qu'on a vécues là, de traitement médiatique autour de Master Poulet, les sociologues, comme vous, Marie, on vous a peu entendu. On vous a peu entendu, y compris même sur des plateaux où on a plusieurs invités, type C'est ce soir. Par exemple, l'émission à laquelle vous avez participé, il n'y avait pas de sociologue. Et c'est pas faute de leur avoir proposé des noms. Alors pour quelle raison ? D'abord, est-ce qu'on vous invite, Marie Pless ? Alors, on m'a sollicité pour parler de Testicrousti. J'ai refusé, j'avoue. Alors, déjà, les sociologues de l'alimentation ne sont pas si nombreux. Hein. Dans mon équipe, on est 6. En dehors de mon équipe, allez, au sens très très large, il y a peut-être 10 personnes de plus en France. Ah oui, sur toute la France ? Oui. Parce que l'alimentation, pour la sociologie, c'est un relativement petit sujet. C'est un sujet passionnant parce qu'il irrigue sur des tas de thématiques. On le voit là, le travail, les foyers, classe, race, exactement, et les gens. Organisation, commerce international, politique publique, tout ce que vous voulez. Mais en fait, on est peu nombreux. On est peu nombreux, on est très sollicités parce que comme l'alimentation, ça parle de plein de choses, on est sollicités sur plein de sujets différents et du coup, on est un peu sélectif sur les suites qu'on donne aux sollicitations journalistes qui sont quand même assez nombreuses. Oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on vous a répondu à ce soir quand vous leur avez proposé On n'a pas répondu, on m'a dit « Ah ok, on note ». Et moi, j'étais étonnée. Alors, je suis ravie d'avoir été invitée justement pour aller porter une parole. Alors, moi, je ne suis pas sociologue, mais je m'appuie sur des travaux de sociologues, des travaux scientifiques, des travaux de la Cour des comptes. Enfin, voilà, je vais pas... C'est pas de l'opinion, c'est pas des essais d'opinion, c'est des essais sourcés. J'étais ravie d'être invitée, mais c'est vrai que j'étais étonnée de ne pas voir d'anthropologues ou de sociologues sur le plateau, de ne pas voir une asso comme Foodwatch, par exemple, qui se bat pour le droit à l'alimentation, de ne pas voir, et qui a aussi relayé le rapport sur les coûts cachés de l'alimentation, donc pour avoir aussi un aspect santé, parler des marges de la grande distribution, parler des marges des restaurants traditionnels. Donc j'étais très étonnée, et c'est vrai que Bourdieu l'avait déjà dit, il avait dit il y a une disparition en fait de ce discours-là à la télé, quand il parle de la télévision dans un ouvrage. Moi, j'aimerais qu'on invite davantage d'experts. Mais ce qu'on a vu là, c'est quoi ? Des éditorialistes, des toutologues. On a quand même un ancien magistrat, Georges Fenech, qui est interrogé sur Master Poulet. Mais pourquoi ? C'est comme si moi, on m'interrogeait sur la politique économique internationale du Japon. C'est-à-dire que je n'y connais strictement rien, je n'ai aucune légitimité, mais il n'y a aucun problème sur ces chaînes qui ne sont plus des chaînes d'infos, mais des chaînes d'opinion. Mais c'est vrai que c'est ce soir, on ne peut pas leur reprocher de faire une mauvaise émission. Moi, je trouve que c'est une émission très intéressante, mais j'étais étonnée, j'avoue, surprise, qu'il y ait en face de moi, par exemple, Jérôme Fourquet. Et j'ai rien contre Jérôme Fourquet, mais c'est quand même le directeur d'un institut de sondage. Ça n'est pas un sociologue. Donc c'est pareil, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dire, qu'est-ce qu'on veut faire entendre aux gens concernant l'alimentation. Moi, j'étais ravie d'intervenir pour parler justement de tout ce dont on parle aujourd'hui, de choix, de contraintes financières, d'amalgame raciste, classiste. Alors, il y a aussi la notion de gentrification qui a été beaucoup abordée sur cette question du Master Poulet, parce qu'on se trouve donc en Seine-Saint-Denis, pour cette enseigne-là précisément à Saint-Ouen, donc dans le 93, une ville aux portes de Paris qui est desservie par le métro automatique de la ligne 14 à quelques arrêts de Paris et qui permet aussi à des Parisiens qui n'arrivent pas, par exemple, à acheter à Paris, d'acheter en Seine-Saint-Denis. Donc cette notion a été beaucoup abordée et la position du maire, donc Karim Bouhamrane, a été vue donc comme le symbole de l'expression médiatique d'une gentrification, certains diront excessive, à l'œuvre en Seine-Saint-Denis. Regardez. Cette bataille du poulet, elle remet en lumière le maire de Saint-Ouen, Karim Bouhamrane, qui a transformé sa ville et dont l'électorat, effectivement, est composé à la fois des anciens habitants de la ville, mais des nouveaux venus, c'est-à-dire ceux qui sont venus de Paris parce que c'était trop cher de loger à Paris. Mais c'est quelqu'un qui, je le rappelle, est un chef d'entreprise, né d'origine marocaine, français, né d'un père maçon et qui, au passage, a été réélu à, plus de 56% des voix au deuxième
deuxième tour contre son adversaire LFI qu'on vient de voir, qui a recueilli 28%. C'est-à-dire qu'en gros, cette transformation de la ville qu'il a entamée, elle a été approuvée par la population. Mais ça m'a rappelé du coup le discours de Balo Bagayoko lorsqu'il a été élu, vous vous souvenez, le nouveau maire de Saint-Denis. Toutes celles et tous ceux qui sont venus à Saint-Denis sont les bienvenus, à une condition, qu'ils participent à la communauté de destin, c'est-à-dire le respect de ceux qui ont fait l'identité de ce territoire. Alors, comme si les habitants de Saint-Denis ou les anciens habitants de Saint-Ouen étaient une forme d'indigènes qu'il fallait protéger, de la colonisation des Parisiens. Et donc, c'est la caricature que Jean-Luc Mélenchon veut nous offrir dans la lutte entre la Nouvelle-France et les bobos. Et ça me paraît quand même discutable, parce qu'effectivement, ça peut apparaître comme une forme de résistance sociale et culturelle, mais c'est aussi une forme de refus de la mixité à l'envers. C'est quoi la gentrification, madame, messieurs? La gentrification, c'est de faire en sorte que, selon un projet politique, les classes populaires et les classes moyennes sont chassées. Aucune personne dans ma ville qui vit dans un logement social a été chassée. Bon, c'est pas vraiment ça la gentrification, mais bon. Alors peut-être allons voir, en fait, tout simplement, sur une carte, où se trouve l'enseigne Master Poulet à Saint-Ouen, précisément. Voilà, alors là c'est la sortie du métro, donc métro ligne 13, mais aussi métro ligne 14, c'est une des lignes automatiques à Paris. Donc voilà, et Master Poulet est vraiment juste là au niveau des placos là. Donc je sais pas de quand date cette image, mais du coup Master Poulet s'est installé il y a quelques semaines. Et puis autour, donc là c'est vraiment le grand carrefour mairie de Saint-Ouen. On a le bâtiment qui est en Bordeaux, là c'est le bouillon de Thierry Marx, les Halles Gourmandes. On a la patinoire juste à côté, et puis on a aussi un Burger King juste en face de l'enseigne donc de Master Poulet, et on est vraiment en plein centre-ville de Saint-Ouen. Donc quand on parle de Saint-Ouen et de Master Poulet, c'est de cette localisation géographique-là dont on parle. Est-ce que pour vous, Marie, c'est pertinent de pouvoir solliciter la notion de gentrification dans cette bataille à laquelle on assiste aujourd'hui? Alors, ça ne me paraît pas problématique de parler de gentrification pour l'évolution de la ville de Saint-Ouen. Par contre, si j'étais Monsieur Bouamrane, je serais hyper fière qu'on m'attribue le pouvoir de gentrifier une ville, parce que vraiment, je pense pas que... Enfin, c'est pas une élection sur 5 ans qui fait un processus de gentrification. C'est un processus qui est beaucoup plus lent que ça, beaucoup plus structurel, qui repose sur des dynamiques beaucoup plus larges. Typiquement, les prix à Paris, la construction du métro, tout ça, c'est des chantiers. C'est pas une élection municipale qui fait ce genre de dynamique. Donc, voilà. Et c'est aussi les aspirations des Franciliens d'habiter dans des communes où ils puissent avoir une pièce en plus, peut-être. Et en même temps, la ville de Saint-Ouen reste une commune extrêmement populaire, donc elle devient très mélangée. J'ai regardé hier, en préparant l'émission, les statistiques sur le site de l'INSEE. Dans la ville de Saint-Ouen en 2023, les derniers chiffres de l'INSEE, 25% des ménages sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça fait 1 ménage sur 4. Donc c'est encore c'est très élevé. La moyenne en France métropolitaine, donc en dehors des Outre-mer, elle est de 15%, c'est-à-dire à peu près 1 ménage sur 6, 1 ménage sur 7. Là, on est à 1 sur 4. Donc, on a une commune... Alors, il y a probablement un mouvement de gentrification qui passe par de la rénovation urbaine à proximité du métro. Parce que le métro, ça fait quoi? Ça fait que le prix du foncier tout autour, subitement, il explose. Donc, on peut construire des résidences de plus haut standing pour loger des ménages qui ont les moyens de les acheter. Mais l'essentiel de Saint-Ouen, enfin une grosse partie de Saint-Ouen, reste très populaire. Et du coup, on a ces deux populations qui se rencontrent dans la commune. Et l'affaire de Master Poulet, elle est juste emblématique de tous les conflits que génère un processus de gentrification en cours. Oui. Non, Karim Bouamrane parlait du fait qu'il veuille diversifier l'offre alimentaire de sa ville, et comme vous l'avez montré sur les images, il y a un Burger King, donc de la fast-food, qui est déjà là depuis longtemps, je précise, parce que
Il a été accusé de ne pas avoir entravé l'ouverture du Burger King, mais il me semble que le Burger King est là depuis bien plus longtemps que lui n'est maire. Donc bon, ça, il faut quand même le dire aussi. Hein. Le Burger King, c'est pas lui qui a avalisé l'installation de Burger King. En revanche, il a avalisé l'installation du bouillon de Thierry Marx, hein, si je me souviens bien. Et on peut le dire aussi, tiens, les bouillons, c'est pas très cher. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pas très cher? C'est-à-dire des œufs maillots à 4 €, ça vous fait pas un repas, hein, pardon. Mais alors qu'on le voyait bien, Master Poulet à 4 €, vous avez le ventre rempli. Là où Boimran a raison, c'est quand il parle de ghettoisation alimentaire de certaines zones. On le sait. Ça veut dire qu'il y a la ghettoisation des restaurants étoilés dans les lieux de pouvoir à Paris. On peut parler des ghettos de riches, hein. Les Pinsons Charlot parlent de ghettos de riches, etc. On a aussi une ghettoisation de l'offre alimentaire dans les quartiers très populaires ou dans les villes ou dans les départements très populaires. Le RN appelle ça la kebabisation. On va dire le kebab qui est encore un symbole aussi de grand remplacement des communautés musulmanes ou affiliées à l'islam, hein, soi-disant, bon bref. Donc, on le sait aussi, cette ghettoisation alimentaire, quand elle est tirée par la fast-food, a des conséquences sanitaires. On le sait. Au Québec, par exemple, on le sait, les écoles qui sont, les fast-food qui sont dans un périmètre de moins de 800 mètres autour des écoles incitent les enfants à manger là-bas. Les études ont été faites, il y a des chiffres, et je crois que c'est 2 fois plus de chances que les gamins ils mangent là, puisque c'est dans un périmètre relativement restreint. Donc, conséquence sur la santé, évidemment, manger souvent, et je dis bien souvent, la dose fait le poison, souvent dans ces endroits-là, ça n'est pas bon pour la santé. Ça, c'est vrai. Manger des pâtes tous les jours, c'est pas bon pour la santé non plus, hein, pardon, mais on peut aussi quand même le rappeler, quoi. Donc, là où il a raison, c'est que oui, il y a une ghettoisation, mais c'est une question aussi de volonté politique. Et moi, encore une fois, ce que je voudrais rappeler, c'est quoi l'alternative? C'est-à-dire que d'accord, ok, on n'ouvre pas un autre restaurant de fast-food autour. Il y a un Burger King, ok, pourquoi pas. Burger King, rappelons, hein, multinationale américaine. En termes d'exil fiscal, ça se pose là. Je ne suis pas sûre que Master Poulet, on puisse les critiquer à ce sujet. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je suis dit, on n'a pas enquêté. Hein. Non, mais je veux dire, en tout cas, ça n'est pas une multinationale qui a des conséquences sur l'emploi, des conséquences délétères, hein, sur l'emploi, la fiscalité et l'environnement, comme McDo, Burger King, hein, sur qui il y a eu beaucoup d'enquêtes. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est quoi l'alternative? C'est-à-dire que si on ferme ou on empêche l'installation d'un Master Poulet, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire génial, accueillons du Master Poulet partout, c'est pas mon propos. Qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qu'on offre comme alternative qui soit pas cher, facile à manger, à emporter, rapide, et qui, espérons-le, soit peut-être plus saine. Et encore une fois, je vois pas ce qu'il y a de malsain dans du poulet grillé avec du riz ou des patates. Enfin, bon, voilà. Mais bon, mettons. Qu'est-ce qu'on offre à la place? Moi, c'est ça que je veux poser comme question. On le sait très bien que oui, l'alimentation, c'est le premier levier qu'on peut activer pour éviter des maladies neurocardiovasculaires, maladies dites non transmissibles, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, certains cancers, cancer colorectal notamment, etc. Mais qu'est-ce qu'on offre à la place? Si on dit aux gens, non, ça, vous n'avez pas le droit de le manger parce qu'on a décidé que c'était pas bon pour vous, et donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on offre? Et encore une fois, quand on parle de ghetto, on voit bien de quel ghetto on parle. Quand on parle de communauté, on voit bien de quelle communauté on parle aussi. Mais ça va se demander si d'ailleurs Karim Boimran n'est pas pris lui aussi à son propre piège médiatique, puisqu'il a beaucoup communiqué sur cette affaire. Il a répondu par des vidéos virales sur les réseaux sociaux à l'enseigne Master Poulet, qui elle aussi en a rajouté. Et puis il a été invité aussi, c'était le 4 mai dernier, sur le plateau de BFM TV de Marchalet et Truchot pour réagir à cette polémique et regarder ce qui s'est passé. Alors, vous avez dit que vous n'aviez rien contre Master Poulet. Est-ce que vous n'êtes pas en goûter quand même? Non, mais je vais pas rentrer dans la... Non, mais si. Alain va vous aider. Non, mais Alain... Alain va vous aider. Non, mais sans rigoler. C'est pas pour faire la pub, c'est juste pour dire... pour montrer ce que c'est, déjà. Pour montrer ce que c'est, voilà. Non, mais... Il y a saucisse, il y a pilon... Alors, il faut montrer. Il y a un petit donut. Est-ce que vous êtes prêt à goûter? Ça me fait penser avec Paul Amar et les grandes box, avec... Non, mais là c'est pour montrer à ceux qui nous regardent à quoi ça ressemble. Donc, le pilon est à 1 €, la saucisse aussi, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Alors...
Au total, et alors, il y a des on en choses, eu quand même. pour, voilà. Ça, 6,50 €. D'accord. Donc, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Est-ce que vous pourriez en mordre un morceau? Non. Ce que je disais, ce que je voulais dire. Peut-être Alain Duhamel, alors. Sur le sujet. Ah, ça me fait pas du tout envie. Sur le sujet. Allez, on va y aller, alors. Si vous me permettez, sur le sujet, est-ce que c'est un sujet de proximité pas sérieux, alors qu'à l'époque, on discutait on s'écharpait sur des sujets un peu plus sérieux. Ça renvoie à quoi? Le pouvoir d'achat, la sécurité alimentaire, le sanitaire. C'est pour ça que c'est un sujet sérieux. Il n'y a pas de folklorisation. On est en train de parler de l'agriculture française. Bien sûr. On est en train de parler de la place de la France en Europe. On est en train de parler de l'aménagement d'une ville. C'est ce qu'on appelle de la vérification d'informations. Donc j'ai quand même goûté la saucisse. Je laisserai à chacun se faire une idée. On a connu mieux, mais bon, ça peut caler. Non, mais sincèrement, à 1 euro. Ça peut caler. 1 euro, bien sûr. Pour un jeune, il a ce qu'il faut. Parce que c'est ça aussi. Pour un vieux. Pour un jeune. Vous avez l'air affligée, Nora. Vous découvrez ces images? Ah oui, je me suis préservée, je crois, ma santé mentale. Je découvre, donc, spectacularisation, cirque médiatique. On a quand même un éditorialiste blanc qui vient proposer à un homme racisé de goûter du poulet alors que c'est le maire. Je suis pas sûre qu'on fasse ça avec Rachida Dati, par exemple, lui faire goûter des trucs, peut-être à part de l'étoilé ou du macaron la durée, pardon, mais je pense que c'est aussi un rapport de domination qui est très différent, là. Je suis concernée aussi qu'on parle des jeunes. Parce que là, on a bien vu, avec les graphiques que vous nous avez montrés, les classes les plus aisées sont celles qui vont le plus dans les fast-foods. C'est pas les jeunes, c'est tout le monde, toutes les classes d'âge. Et là, on dit les jeunes, tout comme... Donc c'est une forme d'agisme, de les jeunes ne savent pas manger, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que la fast-food? Quelle qu'elle soit, tacos, kebab, etc., burger, poulet. C'est une forme de subversion et de transgression. Quand on est jeune et qu'on peut manger à l'extérieur, c'est la liberté. On mange ce qu'on veut, il n'y a personne pour nous dire « finis ton assiette, prends des légumes, prends des céréales, mange un fruit, mange un truc ». Tout le monde, je pense que ce serait mentir que d'affirmer « moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours mangé 5 fruits et légumes par jour ». Donc c'est une forme de transgression, mais ça transgresse beaucoup d'autres choses, on le voit bien, ça transgresse aussi l'image de la France à l'international, la gastronomie, ce qu'on appelle... à tort, la gastronomie française, c'est plutôt la haute cuisine qu'on plébiscite à l'étranger. Donc moi, cette accusation de « c'est bon pour les jeunes », c'est vraiment confiture au cochon, quoi. Comme on pourrait dire, ça c'est bon pour les pauvres, mais pas pour les riches. Puis les jeunes, ça fait encore une fois l'ignorance. Les jeunes, ils sont bêtes, ils mangent n'importe quoi. C'est juste bon pour eux, quoi. C'est vrai que moi aussi, en entendant jeune, j'ai plutôt entendu pauvre, mais peut-être que c'est une déformation professionnelle, j'en sais rien. Marie, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette séquence, que vous aussi, vous ne l'aviez pas vue avant? Non, je ne l'avais pas vue. Je me demandais si les éditorialistes allaient goûter. Ah oui, mais ils l'ont fait. Alors, ils l'ont fait, mais la dame, elle a dit « ça ne me fait pas envie ». Voilà, et c'est une femme, c'est la seule femme du plateau. Et on l'a préservée aussi. Je pense qu'il y a un côté... c'est vraiment une question... Enfin, c'est vraiment une question d'homme, toute cette affaire, en fait. C'est de la nourriture de rue. Donc c'est à l'extérieur, l'espace public, c'est plutôt masculin. La cuisine domestique, c'est plutôt une affaire de femmes. On a un maire élu, on a des éditorialistes, on a la France Insoumise, on a vu aussi beaucoup d'hommes. Master Poulet, c'est des hommes aussi. Master Poulet, c'est des hommes. La cuisine professionnelle, c'est beaucoup plus masculine que la cuisine domestique. Et on est sur beaucoup de viande. On l'a dit, la viande, c'est les bonhommes. Et on est sur une affaire de bonhommes. Les femmes sont complètement absentes. Et en fait, toute l'alimentation de tous les jours, domestique, elle est complètement invisibilisée. Et elle est invisibilisée. Et d'ailleurs, quand le maire dit non, mais c'est une question sérieuse, c'est une question de santé, c'est une question, etc. Il a raison, sauf que c'est pas du tout de tout ça dont on a entendu parler. En fait, il y a une fixation sur... Mais oui, mais ce qui est très ambivalent, c'est que ça occupe tous les plateaux télé, etc., depuis plusieurs semaines. Et d'un côté, il y a des gens qui disent, mais moi je vois sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, il y a écrit oui, mais il n'y a pas plus important quand même en France aujourd'hui, c'est quoi ces débats, c'est quoi le niveau des médias français aujourd'hui, d'où on parle de ça, machin, occupez-vous des sujets qui sont vraiment importants.
visiblement, ça intéresse quand même des gens, hein, sinon il n'y aurait pas. Mais il y a une mise en scène totale. Donc c'est qu'à la fois on dit c'est pas sérieux, mais c'est super sérieux. Mais arrêtons d'en parler, mais parlons-en tous les jours. Mais effectivement, en invisibilisant des problématiques sur ces plateaux-là, qui sont celles dont on peut parler aujourd'hui, et par rapport à la cuisine domestique, hein, rappelons, en France et un peu partout dans le monde quand même, mais en France, c'est plus de 80% les femmes qui font la cuisine du quotidien. Et vous rappeliez, merci à juste titre, qu'aujourd'hui, ce sont les familles les plus précaires, et qui sont les familles encore plus précaires, les familles monoparentales, qui sont à plus de 80% des femmes avec des enfants. Des femmes qui doivent joindre les deux bouts, qui habitent dans des conditions souvent insalubres, qui ne peuvent pas nourrir leur enfant comme elles voudraient et se nourrir comme elles voudraient, qui se sacrifient pour leur enfant aussi et qui vont peut-être aller acheter du McDo, du Master Poulet, que sais-je, parce que c'est plus facile à cuisiner ou à manger. Donc c'est ça le truc ambivalent, c'est qu'en fait, c'est important, mais c'est pas important, mais c'est quand même important, mais bon, en fait, c'est super trivial, mais on va essayer de faire goûter du... Et effectivement, c'est une affaire, ça c'est intéressant, c'est une affaire d'hommes. Les hommes décident de beaucoup de choses, hein, des sujets qui seraient importants ou pas importants. Et je pense que si c'était un poulet grillé et des saucisses un peu plus milieu de gamme, personne n'aurait dit sur le plateau, ça me fait pas très envie, je crois. Et c'est possible. Alors, la guerre des gauches, dernière question, rapidement. Ça vous inspire quelque chose ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est tiré par les cheveux? C'est fatigant. En fait, ça me fatigue parce que c'est encore une manière de cacher la forêt dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire du problème d'accessibilité à l'alimentation, de problèmes de santé publique, de problèmes de mépris de classe, de problèmes de racisme, d'enjeux de genre, etc. Et de donner des chiffres, comme on le fait aujourd'hui, de donner des faits, de parler de c'est quoi les situations alimentaires en France. Aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes, au moins 8 millions, en précarité alimentaire en France, dans un pays où on préfère parler des 600 étoilés que des 8 millions de personnes précaires. Et on l'a bien vu, et heureusement depuis 2020, avec tout ce qu'on a vu, des files d'attente, aide alimentaire, des restos du cœur qui ont des publics qui n'avaient pas avant, des étudiants qui sont une précarité inouïe et scandaleuse en France, où on a des députés qui avaient voté à la base contre le repas à 1 euro pour les étudiants et étudiantes. Ça nous permet enfin d'en parler, mais on a bien vu que la France n'est pas le pays dont on veut faire croire que c'est l'abondance comme on parlait. Il y a de l'abondance partout, dans les supermarchés, dans la rue, etc. La réalité, c'est que l'abondance, elle n'est pas dans le frigo des Français et des Françaises, et qu'on se sacrifie encore plus qu'avant parce que l'alimentation est le premier poste de budget pour les ménages les plus précaires, parce que les salaires n'augmentent pas. Mais la bouffe, elle augmente. Moi, je me demandais d'ailleurs si cet angle-là, Marie Pless, c'était aussi quelque part, finalement, vous invisibiliser et invisibiliser le travail des sociologues. Parce que comment parler de ces questions entre guillemets sérieuses, de fond, où vous avez besoin de temps pour tout simplement présenter vos recherches, vos résultats, comme on l'a fait ici, lorsque on regarde le sujet par ce petit bout de la lorgnette politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet politique, évidemment, mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de vous écarter du débat? Je pense que... Cette manière-là d'angler le sujet. Alors, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'alimentation, c'est là qu'on voit un des intérêts, une des raisons pour lesquelles nous, dans mon équipe, on est convaincus que c'est un beau sujet pour la sociologie, c'est qu'en fait, c'est une entrée hyper concrète pour parler de tas de problèmes plus généraux, abstraits, le capitalisme, la politique, la gentrification. Eh bien, par Master Poulet, on peut en parler et on en parle de façon très quotidienne. Donc ça, moi, je trouve que c'est super intéressant. Après, bon... il y a des postures politiques, et ça, c'est pas une surprise, hein. C'est le travail des politiques, ils font leur travail, j'ai envie de dire. Et moi, je fais le mien à ma vitesse, effectivement. Par exemple, vous me demandiez pourquoi on parle peu, les sociologues, c'est aussi parce que moi, personnellement, si j'accepte de venir sur un plateau, c'est parce que je sais que je vais vous parler de travaux qui ont été validés par mes pairs, qui ont été publiés, et que donc je vous apporte de la preuve scientifique rigoureusement construite. Et c'est ça, en fait, la différence entre moi et un éditorialiste ou un essayiste. C'est-à-dire que moi, derrière, il y a une communauté qui a dit « c'est bon, Marie Pless, vous pouvez y aller ». Et c'est pour ça que des fois, je refuse, parce que je n'ai pas publié sur ce sujet et je ne connais pas de publications sur ce sujet sur lesquelles je pourrais m'appuyer. C'est un moyen de rappeler que l'alimentation est politique et en fait, on essaie de la dépolitiser en la politisant de façon politicienne. De façon politicienne, on va dire tout le mot politique trop pas là. Donc c'est LFI versus PS mais nous, ça nous permet effectivement de venir repolitiser dans le bon sens l'alimentation. Ouais, merci à vous d'avoir participé à repolitiser dans le bon sens cette question de l'alimentation et du goût.
le dégoût des autres, comme disait Bourdieu. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur Image.